parcours ne passe pas dans le podcast, parce que justement, il y a la linéarité de la voix, et j'ai envie de la mettre en avant. Donc, ça coupe, et ça passe dans un autre son, ou ça coupe, et je mets de la musique, ou je coupe carrément tout, et je le mets plusieurs fois de suite. Enfin, je m'arrange pour que le discours de la voix soit transformé pour véhiculer l'idée que je me fais du discours de la voix. Mais c'est exactement ce que faisaient les artistes, par exemple sur des Polaroids, à un moment donné, au début des Polaroids, où on tripotait le Polaroid pour faire des couleurs pas possibles dessus. Voilà. C'est comment on tripote la matière pour que la matière ne soit pas simplement la transcription bête comme les Instagram de nos gueules. Franchement, c'est n'importe quoi, c'est nos gueules. C'est ce que c'est normalement, de base. T'as pas besoin des bons photos. Non, non, mais il faut quand même. Et ce retravail par-dessus le son, et exactement comme le retravail d'un photographe par-dessus l'image, c'est ce qui donne du sens à sa relation à la personne. Et du respect également. Je t'ai entendu, et voilà dans ton discours comment je vois les choses, comment je pense que ça structure. Donc effectivement, quand on est habitué à une sorte d'interview journalistique, pourquoi ça change de place, ça change de pièce ou blog? Non, c'est le discours qui change, parce que je trouve que c'est important, justement, et le podcast permet de le faire, puisque c'est du différé. Donc, pour un type de son comme moi, avoir du différé, c'est juste un plaisir pas possible. On fait ce qu'on veut, quoi. On la voit, là, on va voilà. Tu as raison. Et quand tu le fais, est-ce que tu dis qu'on a le temps, est-ce que tu as préféré écouter d'abord à la personne l'écoute sur non, c'est toi qui choisis? Bah oui, pas mal. Non, évidemment, c'est du podcast. Grosso modo, on part de un auditeur, de temps en temps, à quelques milliers, quand non, mais sérieux. Quand ça se passe très bien, donc de quoi on parle? C'est comme pour le juridique et le podcast, on va pas rigoler, il va y arriver des questions. Moi, des fois, il m'arrive de parler des coulées de Brest à la radio pour faire la pub, et là, il y a des milliers d'auditeurs qui se posent des questions dans le domaine du podcast, on se dit. Et d'ailleurs, moi je trouve que l'organisation du podcast, qui se passe ici aujourd'hui, et super bien, mais super dangereuse également, je le dis, parce que, pas comme un militant, mais plutôt comme un militant. Alors si c'est comme un militant, c'est comme un militant de la liberté. C'est-à-dire qu'on a la chance en France d'avoir très peu d'auditeurs de podcast. C'est une chance, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'organisation réelle aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas d'organisation? Pourquoi? C'est comme vous, il n'y a pas de blé, il n'y a pas d'argent, donc ça n'intéresse personne. Donc il n'y a pas d'organisation. Et ça, c'est tant mieux, quoi. Parce que dès qu'il y a de l'argent, ça, c'est terminé, quoi. C'est terminé. Donc l'organisation de me dire, oh trop bien, maintenant le podcast peut s'intéresser aux marques, oh trop bien, ça ceci, cela. Mais mon cul, ça va nous amener à ce qu'un Mathieu ULM, un machin truc, Amazon, machin truc, il va y avoir les créations de plateformes de podcast, ça va être normé, ça va être machiné, les mecs vont investir ici, vont investir là, ils ont des milliards, on a 3 ronds devant nous, donc on est foutus d'avance. Et on a la chance d'avoir un public de podcast qui est vous. Je ne sais pas ce que vous faites un dimanche, je me fais bon, c'est que ça vous intéresse, mais je fais pas bien. Ça vous intéresse, d'accord, vous êtes là, et donc vous êtes un public quand même a priori passionné. Moi je le vois des fois dans les petites salles de spectacle, c'est 8 gens qui aiment, voilà, et là vous êtes là, super. Mais dans ce cas, vous êtes un public qu'on peut éduquer. Je voyais une jeune femme là-haut qui a monté une espèce de plateforme, je ne sais pas quoi, ça s'appelle Echo, il faut dire, qui a l'air vachement bien, qui veut respecter les podcasts, qui propose une distribution un peu, je dirais, écologique, si on peut appeler ça comme ça, où les auditeurs peuvent typer, ceux qui font les podcasts natifs, de façon à ce qu'ils aient un peu d'argent, etc. Enfin, je trouve ça hyper intéressant et je lui ai dit, pareil, je lui ai dit, c'est quand même top d'avoir un métier jeune qui peut peut-être s'organiser différemment, qu'aller faire reposer ses podcasts sur nos amis GAFA, c'est-à-dire sur Facebook, sur SoundCloud, sur iTunes Store, que ça soit écouté sur Apple Écoute, et tout ça, alors que justement on a un métier où il y a très peu d'auditeurs. Profitons-en, créons des vraies structures de façon à ce que ça ne soit pas comme Gwent qui arrive à peu près 50 000 ans après Google, même si c'est bien, mais que ça arrive avant. On est un pays jeune, avec très peu d'éditeurs, on est français, donc en plus c'est une langue qui ne permet pas au podcast, qui ne permet jamais au podcast de gagner l'argent, de gagner des podcasts anglo-saxons, très clair, ça ne marchera jamais. Ça, mettez-vous à l'aise au niveau de l'argent, vous n'aurez pas.
Ça, c'est simple. Donc on peut se permettre justement, là pour le coup, probablement de conserver ce que Maud Krug nous a niqué au niveau d'énergie quand il a commencé à dire « Oh, on peut être efficace avec les radios libres, on va mettre de la musique. » Non, ben non, on voit ce que ça a donné, quoi. Parce que l'énergie, franchement, je sais pas. Est-ce que parce qu'il y a déjà des grandes structures qui passent du podcast, par exemple, je pense à Arte Radio qui est depuis 2002, il y a déjà en fait finalement ce phénomène de grosse structuration pour quelques pôles et... Non, Arte Radio, c'est... De toute façon, Arte en général, moi ça me plaît beaucoup, parce que je trouve quand même qu'ils font un vrai travail culturel dans leurs émissions de télé. Franchement, c'est quand même tellement mieux que ce qu'il y a juste avant et juste après qu'on fait des chaînes. J'ai un peu de respect pour ça, mais c'est un truc étatique. C'est comme la vérité, ça je respecte. Quant à Radio France, par contre, Radio France va avoir effectivement un vrai rôle à jouer. Je pense va jouer, comment déjà dans le podcast. Parce qu'ils ont les moyens. Et ils ont surtout, pardon, du talent. Il y a énormément de gens très talentueux qui travaillent chez Radio France et qui seront très heureux sur le podcast. Donc, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est non, mais je dis ça pour discuter un peu. Et carrément. Là, c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent déjà poser des questions? À qui on s'adresse pour faire un podcast? On va dans le désert, on passe ça aux extraterrestres. Ouais. Non, alors moi je dis franchement, c'est exactement comme un spectacle. Quand on dit à qui tu parles quand tu fais un spectacle, etc., dis-tu d'abord à toi-même. En tout cas, je trouve que le podcast a assez vertu là. Si je fais une pub, pour toi par exemple, pour le tabac ou des choses comme ça, je vais être précis, je vais écouter ton brief, et ça va être une réponse à ce que tu me demandes. Donc je vais m'adresser aux gens. Mais le podcast, si c'est un objet natif, et on prend le podcast natif, on va m'expliquer un petit peu quand c'est natif, et quand c'est natif avec partenaire, parce que c'est pas exactement la même notion. Et donc, je pense que le premier éditeur est le seul valable, et le seul respectable, et qui te permet de défendre ton travail, c'est toi-même. C'est-à-dire que si tu passes des podcasts que tu aimes, si tu es capable de les entendre et de te dire j'ai fait un bon travail, de les regarder, de les observer, je pense que voilà, tu as fait ton travail. Après, le nombre d'auditeurs, tu ne décideras jamais. Tu ne vas jamais pouvoir le décider. Ça va être quelque chose qui va complètement t'échapper parce qu'il n'y a pas de structure qui te permet de... Tout à fait ma question, c'est pas en termes de nombre d'auditeurs, c'est vraiment à qui on pense quand on dit moi, je suis très clair, je suis très analyste. J'ai rencontré, par exemple, Patrick Klisman, qui est un ingénieur du son qui m'a suivi pas mal de fois en tournée, mais qui a suivi d'autres gens, notamment de reggae, et qui avait toujours des discours insensés. J'entends, je me dis, oui, il s'intéresse à tout ça. Et en plus, il a une voix de mec qui fait du matin au soir, donc c'est pas possible. Enfin, j'avais envie de l'entendre. Donc je me dis, pour moi, je vais le faire par anneau. Je vais prendre Patrick Klisman et il va m'expliquer tout ce qu'il a dans la tête. Mais c'est vraiment pour moi. Et j'étais surpris de voir qu'il y a des gens qui écoutaient. Mais c'est pour moi. Mais par exemple, quand je travaille avec des enfants, comme les podcasts, je viens enfantin, là, M. Martin, quand j'interviewe des enfants, là, je vais être tout à fait honnête, je ne pense qu'à eux. C'est-à-dire que c'est curieux, non, parce que je n'ai jamais pensé que c'est ça que je me pensais. Là, par contre, je ne m'adresse qu'à une seule personne, c'est l'enfant lui-même. Et je me dis que quand il va entendre son podcast, je veux qu'il s'entende lui. Et qu'il ait une vision qu'il aime. Bien sûr, tel que je l'ai perçu, c'est quand même il y en a d'autres qui disent ça me fait vraiment. Donc voilà, donc je pense à mon plaisir, beaucoup, pas à des cibles particulières, mais nous en et que ça me plaise et que j'ai envie d'entendre. Comme pour un disque, en fait, pas différemment. Quand tu fais un disque, il y a moins de carrés. Je jure, c'est pas il me semble, je sais pas. Non, bah justement, j'ai une question qui peut rebondir là-dessus, pas au proprement parler du podcast, mais on parle de disque. Moi, j'ai grandi avec Super Papa. Ouais, t'es un vrai garçon. Voilà, et en fait, pour moi, c'est super important parce que, en tant qu'artiste, tu dis donc on peut faire fais ce qui te plaît, etc.
comment a été cueilli Super Papa? Parce que c'est simple, je suis allé en médiathèque il n'y a pas longtemps, je regarde les CD pour enfants. Tu as Steve Waring et il y a Vincent Malone au milieu, toujours. Sauf que toi, c'est unique en la matière, en termes de, non, mais de dérision et de liberté de ton par rapport à ce qu'on peut... Gentil, c'est parce que t'es un peu amoureux, mais Steve Waring aussi, c'est vachement bien, même en reggae, Oui, 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 mais il y a un ton un peu irrévérencieux dans... Oui, mais il n'y a pas moi, écoute, alors là, en tout cas, ça répond à cette question. Ouais. Parce qu'en fait, je veux dire, quand j'ai fait le disque du Roi des Papas, je sais pas quoi, c'était en 91, c'est pour te dire où je suis, quoi. Et c'est pour faire plaisir à mes gosses. Et fin, et barre, et naze. Ça ne m'intéressait même pas du tout. C'est juste pour leur faire plaisir, pour qu'ils me foutent la paix à Noël. Et au moment où je l'ai fait, parce qu'à l'époque je travaillais sur Fairlight, qui était un outil hyper classe, et je faisais des musiques de film là-dessus. Et ça fait un super disque. C'est vrai. Non mais je veux dire, c'est comme ça fait un super disque parce que je me suis éclaté. Je fais des choses globalement pour moi. Et puis des fois, il y a des choses qui passent au travers du temps, parce que je sais pas, il n'y avait pas grand chose pour les enfants à l'époque, il n'y avait pas encore eu cette... Il n'y a pas eu cette révolution qu'il y a eu après avec Titeuf, tout ça, quand même, ça a amélioré, tu vois, maintenant ça a quand même évolué d'une façon terrible. Je veux dire, c'est comment ça a été reçu? Est-ce que c'est toi qui as proposé ce support-là? On est venu mettre... Ah, le CD, tu veux dire? Oui, les séries de... Très bien, j'ai une réponse précise qui va intéresser une personne, mais c'est pas grave. Pardon, alors si c'est... Non, mais c'est pas tout moi ça m'éclate. C'est qu'à l'époque, on est en 91, il y a les cassettes audio et il y a le CD. Et il y avait le vinyle, mais le vinyle c'était vraiment cher. Et donc, j'ai dit à mes enfants, je vais leur faire un CD. Mais à l'époque, il n'était pas question de faire un CD. C'était 500 CD de base. Donc j'en ai fait 500. Parce que je travaillais dans la pub, il y en a un peu de blé, j'ai dit, faisant 500. Et j'ai mis les cartons dans ma cave. Et puis il y a une éditrice, il y a un truc qui me dit, mais non, on va les voilà. Ok. Voilà, exactement. Je voulais un CD. Et j'avais sorti qu'un CD des cartons. C'était pour mes enfants. Et c'est tout, là tu as l'intégrale. Mais, tu vois, moi j'ai re-signé un contrat avec Billy pour faire des disques récemment, l'année dernière. Et puis Billy, vous savez, c'est la grosse boîte qui a racheté Naïf, tout ça, c'est une grosse boîte de distribution de musique, c'est la deuxième de le monde, c'est gros. Et je discute avec le boss de Billy, et puis il me dit, mais tu sais, Vincent, le disque maintenant, là, faut que tu en fasses. Mais maintenant, les gens, ils écoutent plus comme ça, c'est plus la peine de faire de disques. Si j'avais fait une comédie musicale, ils me disaient, ça sert à rien, on n'en a même pas vendu. Et parce que les gens maintenant ils vont écouter, ils écoutent, là, je sais que si tu gueules Vincent Malone là-dedans, j'entends un morceau, par exemple. Un truc qui va juste de n'importe quoi, mais ça va tomber. Et ben, c'est en partant de ça, après ces discussions, tout ça, que je me suis dit, c'est là que je me suis dit, tiens, peut-être que le podcast, justement, est une nouvelle valeur, une nouvelle surface sur laquelle on peut travailler, que je peux peut-être comprendre. Parce que je comprends pas. Moi, je viens d'écouter, il y a des trucs où mon disque n'est pas sorti, c'est déjà sur Apple Store, Apple Music, et tu peux l'écouter en client. Non, moi, ça, je comprends pas. Parce que pour moi, les albums, c'est toujours resté de l'époque Neil Young, de l'époque Berlin de Laurie. Pour moi, les albums, c'est des concepts, c'est des choses qu'on met en avant, où tu as une histoire en 12 chansons sur 2 phases de 20 minutes, etc. Alors que l'écoute, Pharrell et compagnie, voilà, moi, je ne sais pas faire. Le podcast me paraît une nouvelle terre de liberté tout à fait géniale. Pour ceux qui ont connu Odeur, Bonheur des Dames, les groupes dont j'avais parti à l'époque, etc. C'était des espaces de liberté dans le rock'n'roll, dans la scène, etc. Je sais qu'on a vraiment foutu la merde dans la gauche. Le podcast est une vraie terre de liberté dans le monde de la radio. Voilà. Et je souhaite qu'elle reste une terre de liberté dans le monde de la radio. Donc pas trop organisé, pas trop d'argent. Parce que l'argent, je suis désolé de le dire, mais ça tue quand même en général les systèmes libres, parce que ça crée des contraintes. Moi j'ai nombre de gens qui m'aiment bien, qui ont des marques de fringues ou des trucs comme ça, et qui disent, ah ben non, t'as combien d'auditeurs exactement? Parce qu'avec ça on a plus, et ils préfèrent mettre leur pub derrière un podcast de replay d'une émission de Radio France, que d'être parrain pour 400 ou 500 balles sur un de mes podcasts, par exemple. À cause de l'auditoire, à cause du pognon, à cause de tout ce système. Donc voilà. Je pense que ça, si ça vous a un peu éclairé, tant mieux.
Vous avez des questions? On s'en va? Moi j'en ai encore des questions. Et est-ce que vous souhaitez vous emparer du format podcast pour faire aussi des séries fiction comme parce que je suis une grande fan du Shadow de Couleur. Ah. Même si ça reste un album, Ouais, je ne sais pas faire les fictions. Je crois qu'il y a un problème de. Là pour le coup, je vais te dire, très précisément, je crois que l'argent rentre en compte. Donc quand je fais des albums avec des fictions dedans, et j'en ai parlé à la fin. Je fais des spectacles. Parce que justement, c'est une question d'argent. Quand tu fais une fiction, tu rentres dans un système qui est quand même globalement toujours assez cher, en construction. C'est-à-dire que pour faire un podcast de 20 minutes, chapeau de couleur, ça va pas faire plus long que ça, ça va faire 10 minutes, je sais pas. Ça me prend, je sais pas, 15 jours. Si je fais la même chose en entretien, ça me prend 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, on n'est pas du tout à la même échelle. Donc la fiction, je crois, a besoin d'avoir plus de support d'argent que les entretiens comme ça. Mais j'essaye de mettre un peu de fiction, de travailler en mode fiction sur les entretiens. Mais tu as raison, ça ne marche pas. Par contre, sur la fiction, j'ai pris une nana hyper intéressante, qui s'appelle Julie Cartier, qui est à la tête, qui était chez Audiolib, qui a, je crois, rien dit, et qui a monté une boîte qui s'appelle Lizzie, qui est la boîte audio-livre du groupe Editis. Et là, je crois par contre que dans tout ce qui est cette espèce d'endroit un peu incroyable, assez foireux, ça ressemble un peu du livre audio, il y a un nombre d'écoutes et des surfaces d'écoute, des plateformes d'écoute assez différentes, qui ne sont justement pas sur l'icône, qui ne sont pas ces machins, où les gens écoutent des choses quand même, et parfois de qualité, parfois super bien. Et je crois qu'il y a une bonne place là-dedans aussi pour créer de la fiction, avec des auteurs, bien sûr, déjà, la fiction enfant, par enfant, etc. Et sur des plateformes où les gens ont l'habitude d'écouter de la longueur et ce genre de choses-là. Donc c'est plutôt moi vers là que je me dirige. En tout cas, j'ai fait un gros projet avec Guillaume Gagnel sur des comptes, là, et c'est vers eux que je vais me diriger, plutôt que d'aller vers des podcasts. Voilà. Ça s'appelle C'était une réponse à ce Ça s'appelle comment, pardon Ça s'appelle comment Ça s'appelle comment Le projet Non, la boîte là, de cette nana. Lizzie. L-I. L-I-2-Z-I-E, je crois, tout simplement. Je crois que ça vient de genre Lizzie Disney. Bon, c'est pas être sûr. Ça va être un peu peur des fois, par exemple, comme jeu de mots, mais c'est comme ça. Et elle s'appelle Julie Cartier, et c'est une fille tout à fait passionnante qui m'a appris beaucoup de choses déjà sur le rapport des comédiens à la voix, la lecture de livres notamment, la lecture. Moi je suis un très mauvais lecteur par exemple, et elle m'a expliqué le principe de la lecture et je trouvais ça hyper intéressant. Et je me dis ça pourrait être intéressant de faire un podcast sur la lecture. Qu'est-ce que c'est qu'un lecteur? Parce que c'est pas quelqu'un qui interprète un lecteur. Un lecteur c'est différent. Oh, moi je sais pas. Et voilà un truc qui m'intéresse. Je ferais bien ça. Et je compte faire un podcast sur le livre audio aussi, à façon Le Cercle, parce qu'il y a des trucs vraiment marrants dans le livre audio, et je trouve que ça peut être intéressant de parler du livre audio comme on parle des grands films, des trucs comme ça, avec de la critique et des trucs comme ça, tu sais, sur les voix, la façon, et poser des questions aux auteurs, comme ça, je trouve ça bien. Et tu parlais là des voix, tu as beaucoup, toi, par rapport à ta carrière, c'est basé sur la voix. Comment est-ce que tu travailles? Comment est-ce que tu vis avec ta voix? Est-ce que tu aimes bien ta voix qui n'est pas acceptée? Mais il y a deux voix. Il y a la voix que là, vous entendez là, donc ça je sais pas, moi en général elle est assez moche. Et puis il y a la voix micro. Je suis habitué à parler dans un micro. Les mecs qui sont habitués à travailler dans des micros, c'est comme les gens qui passent bien à la caméra, quoi. Moi j'ai vu des gens horribles, quoi. Je vois dans la rue, il est méga moche. En film, il est top ici. Les gens qui, visiblement, sont photogéniques, quoi. Et il y a des gens qui sont vocogéniques. Moi je passe bien au micro, j'arrive à faire plein de choses au micro, mais dans la vie tous les jours, genre je connais pas. De la voix, je veux dire. C'est pas un conseil de riche de dire ceux qui aimeraient vivre du podcast parce qu'ils sont jeunes, c'est leur dire pas trop d'argent. Bien sûr, bien sûr. Bah, si, ouais, ça c'est une discussion qu'on avait avec ma femme, surtout mon trajet retour de la campagne là. Je me dis, mais tu ne vas pas parler de ça comme ça quand même, tu te la pètes, etc. Mais tu as tout à fait raison. Mais en même temps, c'est un conseil de père.
dites de riche. Pas forcément. Oui, j'ai bossé moi, pour avoir des conseils de riche. J'arrive pas en conseil de riche parce que genre je suis bac plus 9 ou des conneries. Non, mais arrêtez tout ça. Je viens de là où je viens, ça va bien. Donc, c'est un conseil, je dirais, même, je dis, un conseil de père, c'est un conseil de cœur. J'ai peur de ça, moi, pour les gosses. J'ai peur de ces engouffrages dans des systèmes d'efficacité. Voilà. J'ai l'impression que partout dans le monde, c'est en train de se débrouiller pour avoir des vies plus intelligentes, pour bouffer mieux. Là aussi, c'est des trucs de riches, bouffer mieux. La gentrification, tu parles de là, c'est des trucs de riches. La bonification de nos quartiers populaires, ce sont des trucs de riches, mais qui n'apportent pas que du négatif. Qui apportent beaucoup de négatif, mais qui n'apportent pas que ça. Donc, je partage tout à fait ton point de vue. C'est un conseil de riche, arrivé et qui n'a que rien à faire. Mais c'est pas pour ça que je le dis. Je le dis pour le cœur, sinon je ferme ma gueule. C'est un changement de valeur non pas d'un point de vue financier, mais plutôt d'un point de vue systémique. On change de système. Ouais. Moi je crois qu'il faut. Oui, je crois que. Enfin, j'ai un peu le podcast a la chance d'être dans un nouveau système. La jeune femme dont je parlais tout à l'heure, Anne-Claire, elle a 30 ans. Elle a 30 ans, j'en ai 60. Elle a 30 ans. Je lui ai dit, elle me dit, mais qu'est-ce que vous pensez de ça ici là? Je lui parle de tout ça. Elle me dit, non, c'est pas tout ça, c'est gentil, mais c'est très fort. Mais je lui ai surtout dit, mais c'est à vous de le faire. Moi, je suis juste en train de vous dire que vous avez une pure opportunité sur un produit, je ne sais pas comment on appelle ça, une façon de s'exprimer qui est le podcast, qui est de créer votre espace, votre liberté là-dedans. Et si vous allez directement à l'argent, voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. C'est tout ce que je dis. Système capitaliste. Oui, ben, je ne suis pas sûr. Mais dans n'importe quel domaine, c'est vrai, ça, de toute façon, non. Si on fait quelque chose pour l'argent, c'est un très mauvais départ. Enfin, je veux dire, Oui, mais enfin, si vous coupez une vache en morceaux et que vous la vendez, vous allez directement à l'argent, c'est à peu près normal. Quoi. non, mais je ne parle pas de travail alimentaire, évidemment. Je ne parle pas du travail. Voilà, c'est ça, c'est parce que c'est pas alimentaire. Ben oui, mais justement, c'est là qu'il y a quelque chose d'un peu beau. Et dans le conseil de riche, par rapport à des gens qui sont pauvres, c'est est-ce qu'on a envie de transformer le podcast, qui est un mode d'expression, en une forme d'industrie, qui est déjà proposé dans de nombreux trucs. Nombreux trucs. Et d'ailleurs, les radios intéressantes de base, enfin les radios France ou autres, sont les premiers en liste parce que eux, ils voient tout leur système s'effondrer et ils disent comment on fait pour garder tout notre système, tous nos salaires, tout notre bordel, etc. Il faut trouver une rentabilisation et ils vont à droite, à gauche et je vous signale, ça coûte 15 € pour avoir votre réclame de 30 secondes sur 1000 podcasts. Enfin, ils sont en train de vendre des trucs à gauche et voilà, ce que je te dis là, c'est juste attention, quoi. Prenez un poil de recul par rapport à ça. Et en même temps, parce que c'est un peu schizo, mais c'est la réalité, ne vous coupez pas du monde industriel, du monde de l'entreprise, du monde qui peut vous soutenir et de temps en temps apporter de l'argent. Il va falloir. Donc il faut être un peu malin, mais je crois que les nouveaux entrepreneurs sont des gens qui sont ouverts aux nouvelles idées. Donc il n'y a pas de raison qui vous empêche de créer correctement. Et mon souci est juste que demain le podcast ne mette pas, écoute, je sais pas, RMC, Europe, parce que je ne vois pas pourquoi ce serait différent de ça. Soit le poste général, c'est avec de l'argent. Je fais avec l'argent de EETC et l'argent. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, je le fais. Oui, avec l'argent. Oui, avec l'argent. Non, mais je sais pas trop bien quoi dire à ça. Je l'ai fait à un endroit où on me demandait de ne pas le faire, parce que je dis à partir du moment où vous avez le pouvoir de le faire, il faut le faire. Voilà. Mais tu as raison, ça ressemble à ça, évidemment. Mais j'essaie de donner la main aux journalistes, de passer très rapidement la machine à dos, de me casser, quoi, tout simplement, de faire autre chose dans ma vie. Donc j'ai pas l'impression de faire exactement ce que ça dit quand tu le dis, mais c'est bien de ça. J'ai profité de ma situation qui est que je suis à la tête d'une grosse boîte de pub pour dire écoutez les gars, très bien, je vais essayer de faire quelque chose de très différent.
Mais je vais pour être tout à fait honnête, puisqu'on est honnête, il n'y a pas un gramme d'intérêt publicitaire dans ce que je fais. Bah, je serais plutôt un crash explosion. Non, je veux dire, on me demande juste ce que je suis en train de faire. Et c'est tout ça. Il y a les marques qui peuvent être intéressées des fois pour travailler sur des podcasts, mais je vous signale que quand on associe des marques au podcast, on rentre dans un domaine juridique très différent. Ce que les gens oublient parfois d'ailleurs dans le fonctionnement, mais ça devient ni plus ni moins que de la communication de marque, de toute façon. Il faut quand même se méfier et faire attention. Personnellement, j'ai préféré aller voir des gens justement comme Editis, parce que je leur ai dit, mais vous avez pas d'écrivains, moi j'ai pas d'envie avec des écrivains, est-ce que je peux pas les voir, est-ce que je peux pas leur poser des questions, mais pourquoi, mais je dis, ça vous servira pour votre... Là voilà, ce type d'échange est intéressant, et l'échange de visibilité aussi est intéressant. Les interviews enfantins, je ne le fais pas, hein. Mais si mes interviews enfantins étaient présents sur un site dit de marque qui a beaucoup de gens, bah, c'est serait plus écouté, c'est clair. Mais ça n'est pas le cas. Mais vous avez d'autres questions? Est-ce que tu peux peut-être préciser les liens avec l'ETC, c'est Babinet et Raton Kong, c'est une boîte qui a été montée dans les années 90. À l'époque, moi je travaillais encore, je faisais des musiques de films et je m'occupais du son aussi pour une agence qui s'appelait DDB, Dowden Berbach, une boîte new-yorkaise, du groupe Omnicom. Et j'ai fait de la pub parce que quand je chantais, je gagnais environ 1000 francs par mois, j'ai gagné environ 20 ouais, en chantant dans une tournée avec Guilux, tout ça. Et puis un jour, j'ai fait chanter une pub pour les soutiens-gorge Chantel. Hein, vous êtes en Chantel? Hein, comme vous êtes belle? Les mecs m'ont filé 15 000 francs. Je te promets, j'ai dit, c'est quoi ce métier? Non, parce que moi, depuis 14 ans, je galère. C'est quoi ce métier là? Et là, j'ai chanté Max le truc et j'ai vu ça et j'ai commencé à avoir des enfants. Et je me suis dit, c'est une bonne manière pour moi de faire tout ce que je sais faire et tout. Et au bout de tout ça, j'ai fait la francophonie sur des trucs, j'ai fait des tas de métiers. Et après, j'ai démissionné de tout ça. Et l'ETC, moi, je sais pas, non, ça nous intéresse d'avoir quelqu'un comme toi qui bosse avec nous. Et ça, c'est à peu près il y a 14 ans. Et mon nommé président de l'ETC, ce qui est un petit honneur au fait que je ne fais rien. Enfin, je fais rien qui ressemble à un beau vice-président. Alors, ça, je peux le confirmer. Simplement, il respecte un peu mon travail et il considère que ma vision du monde audiovisuel, notamment radiophonique, fait avancer un peu le public dans l'ensemble de la conception de ce qu'est peut-être une production aujourd'hui. Voilà. Mais il ne s'implique pas dans le poste général, si ce n'est à travers un nouveau système qui a monté à Lunet qui s'appelle les magasins généraux, qui est une espèce d'objet relié au Grand Paris et qui est plutôt je ne sais pas comment on peut dire ça sans être très corporate, de mettre en avant les valeurs communes de tous ces gens qui habitent dans le Grand Paris au niveau artistique. C'est clair? Moi déjà, je n'avais jamais pensé ça tout seul. Je n'ai jamais vraiment pensé, mais c'est ça qui se passe. Voilà, vous avez d'autres questions là, ou... Il y a une saison 2 de Parano qui est prévue. Ah putain, mais c'est pas ça que j'ai envie. Je sais que c'est pas que je peux pas dire que ça me fait bander ou que je serais complètement vulgaire, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est-à-dire que j'ai adoré. D'abord parce que ce type-là, qui est tout à fait normal. Voyons, parce que c'est ça qui me passionne chez les gens, mais chez vous, je sais pas, je pense que si on parlait les uns aux autres, on pourrait dire chez nous, ce type qui est complètement normal. Le temps, c'est ça, j'ai vu alors attends, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça, il y a des reptiliens sous terre. Ouais, parce qu'il a eu des creuses. Et tu t'accroches à la table, et donc, au cours de pas mal d'entretiens, super ouvert, très sympa quand même. Elle dit, bah ça, je l'ai dit, et il arrive à la fin, puis à la fin, je dis, mais la fin de tes gosses, quoi. Comment il va ça? Ouais, dingue. Du coup, je comprends la poignée, franchement, c'est ouf. Parce qu'il me raconte par exemple des pissotières géantes sur les aéroports. Ça peut pas être des pissotières pour les hommes, tu vois, 4 mètres sur 4. Je comprends. Les aliens, on va les pisser là-dedans, pas bon. C'était quoi, Parano? Je suis en train de sexuer les aliens, bien sûr. Et je sais pas si c'est des cuvettes.
Et à la fin, je lui dis, mais c'est ce qui m'aide à lui. Et en fait, ce type-là, tout simplement, Patrick Kussman, c'est un type qui est visiblement marqué par la vie et qui a un dégoût total, complet, des rêves qu'on nous propose. Et voilà. Donc il s'est inventé son univers. Il fume le matin, il plane. Et en même temps, quand tu fais un concert à 8h du matin, il est à 8h du quart. Hein. Il est là. Il est là. Enfin, il fait son taf, quoi. Il vit normalement. Ailleurs. Donc après, quand on m'a dit que c'était un podcast sur les complotistes, bien sûr j'ai levé les yeux parce que je me dis, pour une fois que je suis à la mode, ma mère, ça n'en fallait pas, ça s'en fallait pas. Et j'ai fait, etc., mais je ne l'ai jamais pris comme ça. Je l'ai pris comme un mec, comme du Denis Brasco, ces choses-là, comme un mec qui développe vraiment des idées parallèles, parce que sinon il meurt. Il y a plein de gens comme ça. Il y en a plein qui développent des idées parallèles qui me paraissent beaucoup plus normales. Alors, ils développent des énormes. Je rigole. Bon, il y a des choses comme ça. Donc, lui, il a ça. Donc, pour moi, c'était pas tellement tant un complotiste qu'un mec comme ça. Mais tout le monde a dit, c'est super, c'est complotiste, etc. Alors après, est-ce que j'allais aller sur un autre complotiste pour en trouver un, pour qu'ils soient encore plus ceci, etc. Moi, une fois qu'il m'a dit que son pote Gérard, Gérard, c'est lui, là c'est un complotiste un peu important, Gérard, j'ai pas été à vérifier, parce que je ne vérifie rien. Mais il y a Gérard qui est mort. Mais je dis, t'es triste, non, il va se réincarner comme les autres. Non, parce que là, il est sur BNT2, il a dit voir sa famille. Une fois qu'un mec t'a raconté ça, t'as pas envie d'en voir d'autres, spécialement pour raconter les mêmes choses. Donc j'ai été voir un autre type, qui est un batteur, qui s'appelle Pierre-Étienne Michelin, qui est de la famille Michelin. Il faut savoir que les Michelin, qui ont inventé les pneus, ils sont tous cons. Non, mais ils sont graves, parce qu'ils sont des gros inventifs, quoi. Ils sont un peu ce qu'on appelle maintenant des non, c'est plus ça, c'est maintenant des bipolaires. C'est un terme inventé par Ella Bourgeois. Et ce type-là, il est l'état psychique. C'est-à-dire que grosso modo, quand il parle d'un truc, il pense déjà à autre chose, il pense déjà à autre chose, il pense déjà à autre chose, il pense déjà à autre chose. Il est comme ça. Et il est batteur. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir, je continue à faire des entretiens avec lui où je parle de tout ça. Et où je mélange ça à ses solos de batterie. Voilà. Et j'ai parti complètement sur autre chose, donc, mais toujours pareil sur comment un type me passionne et comment je rentre dans sa tête avec des podcasts et en essayant de faire des portraits de gens étonnants. Et il est étonnant, bien sûr. Lui, il a peur en avion, par exemple. Ça s'appelle. Et quand il a peur en avion, il apprend. Mais complètement, quoi. Il apprend toute l'avion, c'est-à-dire il a lu tous les scénarios de crash. Tu vois, ce genre de personne comme ça, tu vois. Donc il est un peu intéressant. Voilà. Donc a priori, non pas de Parano 2, mais j'ai adoré ce truc-là. Et j'aurais toujours envie de faire un Parano 2, mais comme la carte à Jérôme Salidis. Il n'y a pas forcément rien. Oui. J'étais pas là au début de la rencontre, donc je ne sais pas si je me demandais en fait ce que c'était d'ailleurs s'il y avait un processus, est-ce que c'était pour décider de lancer une émission sur le pop général? Est-ce que c'est juste une idée et on le fait? Ou est-ce que comme dans d'autres structures, où c'est plus lourd, où c'est plus compliqué, il y a tout un... Non, mais je vais te dire, je suis sur une problématique en ce moment, justement la podcast que je n'arrive pas à faire. C'est une idée, et je le fais. Et je regarde si c'était vraiment une idée. Voire pas très souvent. Là, par exemple, j'ai eu une idée compliquée. Quand j'ai quand moi je fais, ma femme elle me dit parce qu'elle aime bien les grands podcasts. Donc c'est une idée qui marche. Mais des fois, Orson, par exemple, qui a travaillé avec moi un an, avait des idées qui venaient du départ. Et pareil, on a essayé. C'est vrai ou pas? On essaye. Parce que bon, le podcast, c'est pas trop pusillaneux, quoi. Mais il n'y a pas de.
Il n'y a pas d'autre ligne éditoriale que d'être s'intéresser aux gens, avoir un certain attachement au son, et qui est quelque part dans la démarche une forme de jeu au second degré avec la réalité. Même quand je suis avec les vieux, il y a toujours un jeu un peu second degré avec la réalité, trouver, transposer un petit peu, une sorte de musicalité. Voilà. Bah, je vous